OK, on s'intéresse aujourd'hui à une analyse prospective, un rapport stratégique qui imagine un scénario pour janvier 2026. Et c'est un scénario qui chamboulerait pas mal les choses au niveau mondial. Voyons voir de plus près. Pour nous mettre dans le bain, le rapport commence en citant l'analyste Gérald Olivier. Il qualifie cette nouvelle politique étrangère américaine d'ovni géopolitique. C'est une image forte, hein? Ça veut dire quelque chose d'inattendu, de super efficace et qui laisse toute la diplomatie classique complètement désemparée. Alors, ça nous amène directement au concept qui est au cœur de toute cette analyse, une nouvelle doctrine pensée pour une nouvelle ère de pouvoir. Pour décrire ça, le rapport invente un nouveau terme, la doctrine d'Unreal. C'est un mot valise, un mélange entre deux idées. D'un côté, le nationalisme et l'approche transactionnelle de Donald Trump. De l'autre, la vieille doctrine Monroe du 19e siècle, celle qui disait en gros que les Amériques, c'est la cour des États-Unis. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce tableau-là montre un changement total de philosophie. La doctrine Monroe originale, c'était défensif. Le but, c'était de dire aux Européens « restez chez vous ». La doctrine Monroe, elle, est purement offensive. Il ne s'agit plus de protéger son territoire, mais de le dominer et d'en expulser activement les rivaux. L'analyse nous dit que cette doctrine repose sur 3 gros piliers. Le premier, l'exclusivité hémisphérique totale. En clair, un contrôle absolu sur les Amériques. Deuxièmement, l'unilatéralisme cinétique. C'est une façon un peu technique de dire que les États-Unis n'hésiteraient pas à utiliser la force militaire, seuls, sans l'accord de personne. Et troisièmement, le transactionnalisme coercitif. Utiliser la menace économique pour forcer les autres pays à coopérer. Bon, à cette théorie, voyons comment ça pourrait s'appliquer concrètement. Le rapport propose une première étude de cas en Amérique latine, le fameux prêt carré des États-Unis. L'astuce ici, elle est d'abord juridique. Le scénario imagine que le gouvernement vénézuélien est officiellement redéfini. Ce n'est plus un État souverain, mais un régime narco-terroriste. Et ça change tout. Le conflit sort du droit international. Ça devient une affaire de police, une simple opération contre des criminels. Et le résultat, il est direct. Selon le rapport, une opération spéciale rapide et ciblée mène à la capture du président Maduro. Le message envoyé est brutal. Dans cette vision du monde, la souveraineté d'un pays pèse bien peu face aux intérêts américains dans la région. Un autre aspect que le rapport souligne, c'est l'utilisation de la migration comme une arme. Par des menaces économiques, des pays voisins comme le Mexique ou la Colombie seraient forcés de gérer les flux migratoires, ce qui, bien sûr, provoquerait des réactions indignées comme celle du président colombien cité ici. Deuxième étude de cas. Après le pré carré, l'analyse se penche sur la gestion des rivaux stratégiques. Et l'exemple choisi, c'est l'Iran. Ici, on voit parfaitement le pilier de l'unilatéralisme cinétique en action. La chronologie est simple et directe. D'abord, la diplomatie échoue. Ensuite, une frappe militaire décisive est lancée, l'opération Midnight Hammer. Et à la fin, l'Iran, affaibli, est forcé de revenir à la table des négociations, mais dans une position de faiblesse. Pour accomplir ça, le rapport suggère que les États-Unis auraient utilisé du lourd. Pour détruire un site super protégé comme celui de Fordo, il y aurait fallu une bombe comme la GBU-57, une bunker buster qui pèse 13 tonnes. C'est juste énorme. On termine avec la troisième et dernière étude de cas. On change complètement de décor, on s'en va dans l'Arctique. Ici, l'enjeu est géoéconomique. On s'en souvient peut-être, l'idée que les États-Unis pourraient acheter le Groenland, ça faisait rire, ça avait l'air d'une blague d'agent immobilier. Eh bien, dans le scénario du rapport, ce n'est plus une blague du tout. C'est devenu une question de sécurité nationale. Et pourquoi c'est si stratégique? Les raisons sont claires. Le Groenland a des réserves massives de terres rares. Ces minéraux qui sont essentiels pour toute la haute technologie, des F-35 ou batteries de voitures électriques. Briser le monopole de la Chine sur ses ressources, c'est l'objectif. Et en plus, ça donne une position de premier choix dans l'Arctique. L'offre décrite dans le rapport est assez maligne. Ce n'est pas un simple achat. Le terme utilisé, c'est viager géopolitique. L'image est excellente. En gros, les États-Unis diraient au Danemark « On prend en charge la défense et les coûts énormes du Groenland et en échange, on obtient l'exclusivité sur ses ressources. » Alors, si on met tous ces morceaux de casse-tête ensemble, Venezuela, Iran, Groenland, quel portrait ça dessine? Le rapport tente de faire la synthèse de l'impact global. Ce tableau résume tout ça de façon très claire. Pour chaque théâtre d'opération, on a l'objectif, l'action principale, la justification officielle et le résultat immédiat. C'est une mécanique implacable qui se dessine, une logique de puissance pure. Et les autres puissances dans tout ça? Eh bien, la conclusion de l'analyse est assez dure. L'Europe est décrite comme un spectateur silencieux et la Russie comme un compétiteur jaloux, incapable de réagir. En gros, les autres pays ne feraient que subir et réagir aux initiatives américaines.
Le rapport nous laisse cette question qui est vraiment la question de fond. Il décrit un monde où le droit international céderait la place à la loi du plus fort, où l'intérêt national primerait sur tout l'Est. Et ça nous force à nous demander, qu'est-ce qui vient après? Quelle serait la stabilité d'un ordre mondial comme celui-là?